Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Jérôme, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Raphaël Carteni. Donc Raphaël, c'est un jeune entrepreneur de 26 ans, originaire de la Champagne-Ardenne. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. C'est tout bon pour l'instant. Ok, donc maintenant tu es expat sur Tallinn en Estonie. Exact, en direct d'Estonie. Donc Raphaël, moi ça fait un petit moment que je le suis sur ses différents réseaux, que ce soit YouTube, Insta notamment. Donc c'est un entrepreneur multicasquette. C'est ça qui est génial avec toi. C'est pour ça que je tenais à ce que tu t'interviennes vraiment sur cette chaîne. Donc entrepreneur multicasquette, investisseur. Donc dans l'IMO notamment, Ouais, auteur, tu fais des conférences, t'es blogueur, ouais, bref, tu fais plein de choses. Donc c'est absolument génial. Tu as un parcours vraiment atypique, à savoir que tu as commencé par des études de médecine exact. et tu as fait de la médecine avec, donc on peut se dire, voilà, avec un bel avenir tout tracé et les gros salaires qui tombent derrière, mais non, tu as décidé d'arrêter et donc voilà, tu as décidé d'arrêter. Quel a été ton déclic? Mon déclic pour arrêter les études de médecine, c'est vrai que comme tu l'as dit, généralement, tout le monde s'imagine l'avenir doré, il va être médecin, il va toucher un bon salaire, pas de chômage, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand on sent que c'est pas fait pour soi, bah, ça sert à rien de se forcer dans un schéma qui va pas nous satisfaire et qui va pas nous épanouir. Et c'est ce que j'ai senti assez rapidement lors de mes stages à l'hôpital. C'est que bah, aller à l'hôpital, c'est rencontrer des gens qui sont malades, parfois gravement, ça déprime. Je sentais clairement que j'avais pas la vocation. Clairement, je sentais que j'allais être un mauvais médecin. C'est bien, bah, au moins tu as eu la présence d'esprit et heureusement pour tes futurs patients, j'ai envie de dire. Comme je dis souvent, je pense que j'aurais pu en tuer un parce que, petite anecdote, des fois, pendant les stages à l'hôpital, on posait les stéthoscopes sur le poumon des patients. Tout le monde entendait quelque chose, les crépitants, je sais pas quoi. Moi, j'étais là, mais j'entends rien, les gars, j'entends rien. Il va bien, le monsieur, alors que le mec était en train de mourir, limite. Donc, vraiment, heureusement que j'ai arrêté. Ok. Donc, avant toute chose, je vous laisse vous abonner à la chaîne de Raphaël. Voilà, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc, il a déjà une grosse chaîne YouTube, donc Abonnez-vous à celle de Jérôme aussi. également vous cliquez sur le petit bouton qui est juste dans l'angle, la petite cloche de notification et puis voilà. Je vous remercie par avance. Donc, le déclic, ça a été finalement, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon truc quoi. Enfin, Exactement. et J'étais arrivé par défaut. ok. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à la base à faire médecine? Écoute, très bête. Au moment des choix d'orientation à l'école, avec mon camarade de classe, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Son dentiste, bah, il était dentiste et il roulait en Ferrari. Et on s'est dit, allez, vas-y, on fait dentiste. Comme ça, on ouvre un cabinet et on roule nous aussi en Ferrari. Donc, tu vois, la motivation déjà de base non plus, elle n'est pas forcément très saine. C'était pas sur la volonté de soigner les gens. Non, pas vraiment. Ok. Donc, faut savoir quand même que tu as la particularité assez dingue, moi je trouve, d'avoir atteint ton indépendance financière à l'âge de 23 ans. Donc 23 ans, à 23 ans, moi j'étais perso, j'étais un bébé quoi. Et toi, tu étais indépendant financièrement. Alors, est-ce que tu peux donner aux gens ta définition de l'indépendance financière? Alors pour moi, c'est très très simple. L'indépendance financière, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. En fait, la liberté. La liberté de choisir si tu veux aller dormir dans un 5 étoiles ou dans un Ibis, de manger un kebab ou de manger une vraie table gastronomique, d'aller en vacances je ne sais où. Avoir en fait le choix. Pas forcément s'orienter que vers du luxe comme certains peuvent se l'imaginer, mais avoir en fait le choix. Le choix de, le choix de mener la vie qu'on veut, de ne pas être dépendant, quoi. Exact. C'est vraiment. Exactement. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a permis justement d'atteindre cette indépendance financière aussi jeune? Alors, il faut savoir qu'on peut être indépendant financièrement. Pour les gens qui nous regardent, les gens vont se dire, ah ouais, il faut, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros. C'est pas vrai, c'est pas le cas. On est indépendant financièrement à partir du moment où les revenus passifs sont supérieurs à Mhm, notre mode mhm. de vie. Donc, quels sont pour toi les conseils, enfin, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens pour comment s'y prendre, quoi, finalement? Comment faire? Par quoi Ouais. commencer? C'est un très bon point ce que tu dis, parce que les gens s'imaginent très souvent qu'il faut des 1000 et des cents pour devenir indépendant financièrement. Devenir indépendant financièrement aujourd'hui, ça peut être très très simple si on a des besoins qui sont également simples. Aujourd'hui, si on n'a pas besoin d'aller manger dans les gros restaurants tous les jours, de rouler en Porsche, de vivre dans un 200 mètres carrés, si on n'a pas besoin de tout ça parce qu'on s'en fout et qu'on a besoin que de 1500 ou 2000, 2500 par mois pour vivre, eh bien, l'indépendance financière, c'est très très simple. Alors,
Voilà, ce que je dis tout le temps, c'est qu'un indépendance financière, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. À partir du moment où on a compris qu'il faut créer de la valeur pour les autres et qu'on a compris que ça sert à rien de réinventer la roue, il suffit de copier ce qu'ont déjà fait ceux avant nous. En fait, à partir de ce moment-là, c'est juste une question de temps. Et un schéma classique de on se forme, on a compris comment ça fonctionnait, on applique et généralement on a les résultats. Encore une fois, c'est pas forcément très dur. Encore une fois, il faut simplement se former et passer à l'action. Et toi, ce chemin t'a pris combien de temps entre le moment où tu t'es dit, OK, je veux être indépendant financièrement, quelles sont les actions que tu as mis en place et voilà, combien de temps ça t'a pris grosso modo? Alors, grosso modo, avec le process de formation et de mise en place concrètement sur le terrain, ça m'a pris un petit peu moins de 3 ans. Donc, moi, j'ai commencé, voilà, pour expliquer rapidement, par un petit site sur les étudiants en médecine pour les accompagner, parce qu'en France, c'est un concours très dur et je leur ai donné des conseils puisque je l'avais réussi. Donc, j'ai écrit un livre, j'ai sorti une formation vidéo, je l'ai vendu. Ensuite, j'ai fait de la sous-location immobilière. Ensuite, j'ai acheté des appartements avec 2 prêts étudiants. Je me suis intéressé un petit peu au marché financier. Ensuite, j'ai raconté tout ça sur un autre blog qui est aujourd'hui Club Millionnaire et qui a eu du succès. Bref, ensuite, j'ai fait grossir la machine. Et voilà. Mais l'indépendance financière, vraiment, c'est comprendre qu'il faut créer de la valeur pour les autres. Et l'argent, c'est une conséquence logique. Ouais, c'est. Ok. Je trouve pas les mots forcément, mais j'entends. En fait, ouais, l'argent arrive à partir du moment où ouais, c'est ça, tu donnes de la valeur, tu partages, t'aides les gens. C'est Voilà. ça. C'est un C'est ça. juste retour des choses finalement, mais la première étape, c'est aller vers l'autre d'abord et Exactement. Beaucoup de gens veulent prendre, tu sais, ils veulent prendre, limite économiser centime par centime, euro par euro, comme si on n'allait plus pouvoir leur reprendre. Non, c'est une mauvaise mentalité. Il faut vraiment d'abord donner, créer de la valeur pour les gens, et ensuite les gens vont vous payer pour ce que vous leur avez apporté. Et encore une fois, même cette idée que je viens de donner de vouloir garder son argent, c'est quelque chose de mauvais. L'argent, c'est une énergie, ça doit circuler, c'est ce qui fait le bon fonctionnement d'une économie. Et un centime, un euro économisé, c'est un centime de merde, c'est un euro de merde qui sert à rien. Il doit être investi. Il faut vraiment pas vouloir se dire j'économise à fond sur mon compte en banque à l'infini. Au contraire, avoir de l'argent sur son compte en banque, c'est dangereux selon moi. ouais, faut que ça tourne quoi. Exactement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer pour commencer dans l'IMO? Pourquoi tu as Qu'est-ce qui m'a commencé par poussé? l'immobilier finalement? Bah, parce que c'était un levier qui était activable et qui était devant moi. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'essayer en premier, enfin, en tout cas, parmi les premières choses à faire. En fait, je t'explique, j'avais l'opportunité de sous-louer mon appartement. Donc, j'ai commencé par le sous-louer pendant les 2 mois d'été lorsque je n'étais plus dans mon appartement pour les vacances universitaires. J'ai vu que ça marchait très bien et j'ai continué à le louer ensuite sur toute l'année et je ne suis plus revenu dans cet appartement-là. Je suis retourné chez mes parents et j'ai exploité cet appartement tout le reste de l'année. Donc ça a été ma première expérience de sous-location en saisonnier et j'ai vu que ça marchait fort. Et suite à ça, je me suis dit, il en faut plus. Je suis allé faire un prêt étudiant. Exactement. Et ok, les choses en amenant une autre, tu as lancé un blog par la suite. Je vais parler du blog davantage Club Millionnaire, hein. D'accord. Ça, c'est arrivé combien de temps après tes débuts d'investisseur? Ben alors, faut savoir que je suis très mauvais avec le timing et les dates. Donc, tout a été fait très rapidement. Je crois que je l'ai créé début 2015, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Et j'avais commencé quelques mois auparavant tout ce processus. Donc, c'était arrivé assez rapidement. Et c'est vrai que sur ce blog, bah, j'ai commencé à raconter un petit peu tout ce que je faisais, cette sous-location, le blog sur la médecine, le premier prêt étudiant pour acheter un appartement, mon intérêt également pour les marchés financiers, la stratégie des dividendes. Et j'ai commencé à raconter tout ça sans arrière-pensée au début. Et j'ai vu qu'il y avait du monde qui s'identifiait à mon personnage parce que j'étais jeune, donc il y a beaucoup de jeunes qui s'identifiaient. Et par la suite, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et, et pour le coup, alors, ça c'est. Bah, tu as anticipé finalement ma prochaine question. Tu parles de marché financier de bourse. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as exploité dès le début. Est-ce que tu qualifies, enfin, si on doit qualifier les différents piliers, enfin, moi, pour le coup, je pense les connaître, mais pour les gens, quels sont pour toi les différents piliers à mettre en place pour justement atteindre cette indépendance financière? On vient de parler d'immobilier. La bourse en fait partie parce qu'on va Ouais, pouvoir toucher des dividendes, enfin voilà, une rentrée d'argent de manière automatisée. exactement. Il n'y a pas plus passif. Ouais. Comment tu t'y es pris pour t'intéresser justement à la bourse
Comment t'es venu à ça? Parce que c'est pareil, c'est assez rare de voir des jeunes, bah voilà, on remet le contexte, hein, il y a 3-4 ans en arrière en plus, s'intéresser comme ça à la bourse. Oui, Enfin, début de vingtaine, c'est clair. Bah, écoute, finalement, j'en avais déjà entendu parler, comme un peu tout le monde. Je pense qu'on a tous dans son entourage quelqu'un qui a déjà un petit peu boursicoté. On connaît tous quelqu'un dans son entourage qui a perdu de l'argent en bourse. Tu sais, souvent on entend ça. Souvent, c'est ça le truc. On se dit, ah putain, j'ai joué en bourse déjà. J'ai joué en bourse comme si c'était un jeu. Ah, j'ai perdu de l'argent. Et puis des fois, tu vois, c'est exactement limite. Et tu vois qu'ils réessayent et ils reperdent de l'argent. Et tu as l'impression que la bourse, finalement, dans l'esprit commun des gens dans la société, c'est quelque chose où tout le monde perd de l'argent. Pourtant, il y a bien des gens qui gagnent de l'argent. C'est une réalité. Donc ça m'a intrigué et en fait, par pur hasard, un jour, j'étais à networking à Paris. Je discute avec un investisseur, je pense qu'il avait la cinquantaine. Il investissait, lui, sur les dividendes. Donc je discute avec lui. Et là, à partir de ce moment-là, je comprends sa stratégie et je la trouve énorme parce que je me dis, bah, de un, c'est 100% passif. Tu investis une fois, tu conserves à vie, tu encaisses des dividendes à vie, sauf si tu arbitres et que tu revends et tu n'as rien à faire vraiment. Alors, le seul problème, c'est que c'est à hauteur de ton capital investi, mais c'était magique. Et moi, dans ma tête, j'aimais pas trop la bourse parce que je voyais le côté trading, tous les jours devant son ordi, à passer des ordres, avoir des cheveux blancs avant l'âge, de se stresser, d'être dépendant des cours du marché et des heures d'ouverture des marchés. Je voulais surtout pas ça, me créer un autre métier. Et quand j'ai découvert cette approche de dividende où vraiment tu analyses une fois, tu investis, tu achètes et tu conserves, je me suis dit, boum, c'est ce qu'il me faut. ok. Et pour le coup, aujourd'hui, ça te prend combien de temps? Attends, j'ai juste un mini truc. Pourquoi c'est. Je couperai, t'inquiète. Pas de souci, t'inquiète. J'ai juste des notifications intempestives de Facebook. Pourtant, il n'est pas ouvert Facebook. Bon, j'espère que ça va cesser. Ok, bon, ça a l'air de s'être arrêté. Donc, je reprends. Et pour le coup, combien de temps ça va te prendre par jour, par semaine, par mois de gérer ce côté bourse? Ce portefeuille. Voilà, Ouais, ce ouais, ouais. portefeuille, comme on l'appelle. Niveau timing, c'est ridicule et c'est plus de l'ordre du plaisir. C'est-à-dire que régulièrement, bah, j'avoue, en ce moment, tous les jours, j'aime bien me connecter sur mon petite application et surveiller un petit peu l'évolution des cours. Parce que même si je ne recherche pas la plus-value de mon portefeuille et que c'est le dividende que je recherche, bah, je sais pas, je suis curieux, j'ai envie de voir si aujourd'hui les cours ils ont monté sur mon portefeuille ou baissé. Donc je vais voir un petit peu mes plus-values ou moins-values chaque jour pour le plaisir vraiment personnel sur l'application de ces 30 secondes quand tu es dehors. Et sinon, en gestion, achat, revente, arbitrage, honnêtement, pas plus de 5-10 minutes par mois parce que aujourd'hui, j'ai mes lignes. Souvent, je les renforce parce qu'elles sont solides et je les aime bien. De temps en temps, je vais réanalyser quelques actions, quelques lignes pour voir si je peux les acheter. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un portefeuille de lignes que j'aime bien, qui est solide et que je renforce en fait chaque mois. Et comment t'es arrivé à te former là-dessus? C'est des livres que t'as lus, c'est en parlant avec des gens, c'est. Je te Ouais, dis ça, alors il y a, c'est hyper orienté comme question, hein, parce que moi, c'est bien quelque sûr. chose sur lequel je vais m'y mettre bientôt. Donc. Ouais, ouais, ouais. Bah, t'as tout à fait raison. Alors, premier levier, ça a été les échanges avec des gens qui ont suivi cette stratégie, notamment cette personne que j'avais rencontrée lors d'un networking qui m'a forcément beaucoup appris, je vais pas te mentir, puisque je l'avais revu par la suite. Donc ensuite, donc voilà, l'échange, premier levier. Deuxième levier, tout ce qui est accessible sur Internet, des formations, le gratuit également, hein, parce qu'il y a le gratuit, il y a le payant, donc les deux. Et puis ensuite, la pratique, hein, on va pas se mentir, la pratique, généralement, c'est aussi là où tu apprends le plus. Donc, je vais pas dire que toutes mes actions que j'ai achetées, elles ont pu être toutes aussi bonnes les unes que les autres. Ça m'est arrivé de me planter, notamment une fois sur une action que bah voilà, j'aurais pas dû acheter, mais c'est pas grave, ça arrive. Encore une fois, on fait pas que des bons choix. Forgeant que l'on devient forgeron, comme on dit. Mais exactement. Et puis sur le papier, suite à mon analyse, l'action elle était bien. Mais bon voilà, encore une fois, la vie d'une entreprise, il faut pas oublier que derrière des actions, il y a une entreprise et qu'une entreprise, ça peut rencontrer des difficultés parfois imprévues et que tu as beau être investisseur et avoir bien analysé le truc et l'avoir bien senti, bah, l'entreprise, elle n'a pas vu arriver un événement économique, un événement, je sais pas, écologique, ça dépend du secteur dans lequel elle évolue, toi. Donc voilà, encore une fois, tu peux pas faire que des bons coups. Mais voilà, vraiment, comme je t'ai dit, rencontre, formation et puis pratique. Ok. Est-ce que tu as rencontré dans ton jeune parcours d'entrepreneur des. Alors, quelles sont les difficultés, quels sont les blocages que tu as dû surmonter? Ça peut être, j'en sais rien, moi, le regard de tes proches qui a changé parce que bah, tu prenais un autre chemin. C'est mine de Ouais, ouais, rien, ouais. quand on Bien est sûr. jeune et qu'on veut entreprendre, notamment sur du web entrepreneuriat, on a souvent, et je pense que tu as dû passer par là aussi,
les gens qui nous regardent du coin de l'œil, mais qu'est-ce que tu vas faire une chaîne YouTube ou vas-y, rentre dans C'est le rang ça. et enfin, t'es peut-être passé par là sans doute. Donc voilà. Est-ce que tu as eu d'autres freins, ce frein-là? Bien sûr, ce que tu viens d'évoquer, c'est un passage obligatoire, d'autant plus quand tu te mets sur YouTube, hein, tu l'as évoqué, bah, tout de suite les gens ils aiment bien te critiquer. Oh, t'as vu le mec fait des vidéos sur YouTube, t'as vu ce qu'il raconte. Ça arrive souvent qu'on te découvre sur YouTube ou qu'on découvre entre guillemets ta vie cachée, ce que tu vas pas créer sur tous les toits dans la vie que tu es sur YouTube. Donc c'est assez marrant parfois, ça fait des situations un petit peu cocasses. Mais sinon, oui, le regard des gens, forcément, ça fait le tri dans tes amis, malheureusement, ou parfois même, j'ai envie de dire heureusement, parce que bah, tout le monde ne comprend pas tes choix entrepreneuriaux et d'investisseurs. Euh, Aussi, quand tu es jeune, bah, parfois un peu le manque de respect, c'est-à-dire, bah, c'est qui ce jeune? Pourquoi il va investir dans l'immobilier? Je me rappelle que quand j'ai croisé des agents immobiliers ou des personnes comme ça, bah, je sentais qu'elles accordaient moins de respect à ma personne et que d'office, la première question, c'était, mais monsieur, vous êtes finançable? Toi, c'est pas quelque chose que tu dis à quelqu'un quand il vient faire une visite immobilière. Première question, tu dis pas ça, il y a un minimum de respect. Donc voilà, encore une fois, je prétends pas être qui que ce soit, je suis encore jeune, j'ai beaucoup à apprendre, mais je pense que bah, malheureusement, il y a des gens qui aiment bien manquer de respect aux gens quand ils voient qu'ils sont jeunes ou qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne veulent pas laisser leur chance. Donc oui, puis des fois, bah, des désillusions, penser que ça va aller parfois plus vite, plus gros, plus fort, faire un lancement d'un produit et de se rendre compte bah, que le produit, c'est un flop, se demander si on a fait une bonne décision quand il faut, je sais pas, ça peut être sur tous les points, choisir un artisan, acheter ce bien immobilier, acheter cette action, cette crypto-monnaie, est-ce que je dois sortir mon livre, est-ce que je dois faire cette publicité, est-ce que voilà, quand on est sur Internet aussi, on se met un peu à poil, on est visible, on est public, donc chaque décision peut avoir des répercussions. Voilà, en fait, je pense qu'un entrepreneur, tous les jours, il a des doutes et des problèmes à résoudre, et c'est comme ça qu'il avance. J'en parlais hier justement, je ne sais plus, c'était sur une conversation sur YouTube ou Insta, Ouais. sur le fait que voilà, c'est exactement ce que j'ai marqué, c'est un entrepreneur, c'est tous les jours de la remise en question, c'est tous les Ouais. jours des doutes, tous les jours tu te dis, ah ouais, qu'est-ce que je Comment je vais fais? faire? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que c'est la bonne? Enfin, tu vois, tu es tout le temps en fait, parce que d'un point de vue extérieur, bah, voilà, si on se met du point de vue d'un public qui va observer, bah, je te prends toi ou d'autres web entrepreneurs qui réussissaient bien, quoi. Enfin, et on a la vitrine, voilà, c'est le mot, on a la vitrine. C'est Mais ça, ouais. derrière, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est le backup, c'est toute la phase déjà de préparation et pour en arriver là où vous êtes. Et c'est surtout toute la remise en question C'est ça. quotidienne. Et c'est C'est ça. Mais les gens pensent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, qui voyage où il veut, en business class, qui mange dans un meilleur restaurant. Alors, zéro problème. Exactement. Alors que finalement, combien de fois j'ai des discussions avec des gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui pensent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gagne trop d'argent par rapport à ce qu'il fait, qui devrait en reverser ou des choses comme ça. Mais voilà, comme tu l'as dit, un entrepreneur, c'est vraiment un métier, des responsabilités et du stress, on va pas se mentir. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, bah, on peut parfois montrer que les bons côtés. Je suis en voyage, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, une belle voiture, etc., etc. Ça fait partie aussi de la vie d'un entrepreneur. C'est aussi pour ça qu'on bosse, pour gagner plus d'argent et vivre plus d'expérience que quelqu'un qui se contente de faire moins d'efforts, on va pas se mentir. Mais à côté, il faut parfois assumer bah, les prises de décision délicates, les responsabilités, etc. alors pour le coup, ça ressemble à quoi la journée type d'un entrepreneur comme Comme moi, bah, bonne question. Tu vois, ça, c'est ce que beaucoup de gens pourraient penser aussi, toi. Mais écoute, moi, j'ai pas de journée type, c'est-à-dire que, voilà, honnêtement, je ne sais pas à quoi te répondre à cette question. Je me lève déjà naturellement. Ensuite, suite à ça, je bosse. Parce que, comme je disais il y a pas longtemps, moi, il faut que je bosse tous les jours. C'est pas que je suis obligé, je pourrais ne pas bosser, mais j'ai besoin de ça. J'étais en vacances la semaine dernière avec des amis pendant 8 jours. J'ai pas pu bosser parce qu'on était à droite à gauche tout le temps. À la fin, je me sentais pas bien de pas prendre mon ordinateur et de bosser sur mes projets. Parce que j'ai toujours un projet à faire avancer. Donc, j'ai pas de journée type. Des fois, je vais rien foutre. Je vais pas te mentir, j'ai pas envie, je suis pas dans le mood. Puis des fois, je vais faire que bosser. Des fois, voilà. justement pouvoir s'organiser et gérer son temps à sa façon, d'où Aussi, on veut en ouais. plus. C'est juste fabuleux. C'est Enfin, ça. ça fait combien de temps que tu es en Estonie? Ça fait pas si longtemps. Ça va faire 2 ans, 2 ans, 2 ans. 2 ans pile maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, déjà, le temps passe, le temps passe. Mais c'est ça, c'est d'où tu veux. C'est que tu peux maintenant déléguer pas mal de choses. Tu as une équipe généralement. Et puis quand tu bosses sur Internet, tant que tu as Internet et un ordi, tu peux gérer. C'est ça, exactement. Alors, on va continuer sur le ce côté entrepreneurial, c'est
On parle beaucoup de mindset, Ouais. le mindset de l'entrepreneur. Alors pour les gens qui nous regardent, c'est quoi le mindset? Grosso modo, c'est l'état d'esprit, c'est la façon de penser, les actions à mettre en place, le comportement à avoir, on va dire, d'une manière générale, pour justement réussir. Qu'est-ce qui, selon toi, alors voilà, si tu devais ressortir un ou deux critères du mindset de Ouais. l'entrepreneur, qu'est-ce qui va faire qu'un mec va réussir ou une femme va réussir Hmm. et plus qu'un autre? Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Bon, on va se cantonner à un ou deux points comme tu l'as évoqué. Par exemple, je sais pas, je pense tout de suite au fait d'être, je sais pas, éternellement, pardon, optimiste. Je veux dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est pertinemment et tout le temps optimiste. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils sont tout le temps négatifs sur tout, 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 tout. L'économie, elle va chuter, donc ça sert à rien d'investir dans l'immobilier ou dans les marchés financiers. De toute façon, la terre, elle va exploser. Regarde les dégâts écologiques. Ouais, mais moi, je connais quelqu'un qui a essayé ce que tu as fait, ça n'a pas marché. Ouais, mais ça marchait il y a 20 ans, plus aujourd'hui. Les gens sont toujours, toujours pessimistes aujourd'hui. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est toujours optimiste et qui voit toujours la solution dans le problème et qui pense qu'il y a toujours une solution et que s'il ne la voit pas, il va la trouver, il va la créer. Et voilà, donc être optimiste, honnêtement, c'est quelque chose de super important. Déjà, ça conditionne ton cerveau, ça va te mettre dans une bonne énergie, ça va te dégager des bonnes hormones positives. Donc l'optimisme, important. Notre cerveau, malheureusement, et heureusement, c'est une machine qui est très belle, qui est très puissante, qui parfois peut toujours s'imaginer le pire. J'aime bien toujours dire ça, mais je sais pas, si tu es dans un avion qui a des turbulences, je sais pas, tu as tout le temps l'impression que ça y est, c'est terminé. Tu vas cracher. Si tu marches dans la rue la nuit et que tu croises un lampadaire qui clignote et une petite ruelle et un monsieur tout au fond, tu te dis, putain, c'est sûr, c'est un tueur en série, il va me tuer ce mec. Mais en fait, pas du tout, c'est un vieillard qui baladait son chien. Enfin, toi, ton cerveau, des fois, il est très fort pour t'imaginer le pire. Et en fait, dans la réalité, le pire n'arrive jamais. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Tu t'imagines tout de suite investir de l'argent que tu vas jamais récupérer. Tu t'imagines te casser la gueule. Et en fait, tu te rends compte que ça n'arrive presque jamais si tu as fait ce qu'il fallait, que tu t'es formé, que tu es passé à l'action comme il fallait. Yes. Bah, c'est bien, c'est une des premières fois que j'ai cette réponse-là. C'est une question que je pose souvent et Ouais. j'aime beaucoup ta réponse. Après, voilà. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que c'est simple, mais un petit peu dédramatiser les choses et démystifier un petit peu le côté, ça y est, tout va mal, je vais jamais réussir. De toute façon, je sais pas si ça a été ton cas, mais on a tous dans notre entourage, dans nos amis, dans notre famille, peut-être même les parents, des personnes qui voient les choses tout le temps en noir, qui broient du noir tout le Ouais, temps. Il y a que toxique, des ouais. drames. Il y a que des drames. Enfin, tu vois, il y a des personnes Ah ouais, négatives qui vont t'aspirer ton énergie, qui vont te plomber le moral. c'est le pire, ça. Et c'est pareil, bah, ces personnes-là, mine de rien, au fur et à mesure, bah, tu te rends compte que ils sont néfastes, quoi, parce qu'ils t'empêchent d'avancer, parce qu'ils vont vraiment te pomper, c'est vraiment le mot, pomper ton énergie. Donc, Exactement. Et malheureusement, il y a des personnes que tu ne peux pas non plus dégager de ta vie comme ça. Comme tu l'as évoqué, ta famille ou tes amis, bah, tu as beau ne pas du tout être aligné sur comment ils pensent et ce qu'ils font, tu peux pas leur dire allez, ciao, je me casse, terminé. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu néfaste et toxique. Je suis entièrement d'accord avec toi. et pour le coup, est-ce que l'on est entrepreneur ou l'on devient entrepreneur? Ça, c'est une vraie question. En gros, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est dans l'ADN, tu me demandes, c'est ça? Toi, à quel âge finalement tu t'es découvert entrepreneur? Est-ce que je sais pas, peut-être Hmm. à 14-15 ans, si t'aidaient, je sais pas, tes parents à bosser dans un magasin, Du tout, du tout. Écoute, je prétends pas avoir la réponse à cette question. Après, je pense qu'en tout cas, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je pense que tout le monde n'a pas les épaules entre guillemets pour, ni la volonté finalement. Il y en a qui se contentent très bien dans un travail salarié avec une petite routine. Il y en a qui veulent être chirurgien. Tu peux pas être entrepreneur chirurgien, sauf si tu ouvres une clinique, mais c'est encore un peu différent. Donc il y a des métiers vraiment spécifiques comme ça. Euh, voilà, si tu veux être pompier, tu peux pas être entrepreneur, tu es pompier. Enfin voilà, tout le monde ne veut pas l'être et tout le monde ne peut aussi sûrement pas l'être pour des questions de compétences. Encore une fois, il y a des gens, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais ils sont un peu débiles. Quand tu parles avec eux, tu comprends très vite qu'ils n'ont pas les épaules ou alors il y a un très gros travail à faire sur soi. Dans la société, voilà, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Et voilà, je sais pas si ma réponse elle est très politiquement correcte, mais, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu un élément de réponse. enfin, c'est pas selon toi, je pense que c'est le cas aussi. Des, voilà, ou les qualités, ça rebondit sur ma prochaine question. Une ou deux qualités pour être entrepreneur? Oh. Ouais, c'est clair, c'est clair. L'organisation, c'est une très bonne qualité. Ouais.
C'est vrai que je vois des gens, j'ai déjà rencontré des entrepreneurs, des gens qui veulent le devenir, qui sont pas organisés, qui retrouvent jamais leurs notes, qui retrouvent jamais ce qu'ils ont fait de leur fichier, de leur dossier sur leur ordi. Là, c'est très compliqué, c'est clair. Il faut être organisé, il faut avoir une bonne gestion financière aussi. Je pense que c'est important de gérer son budget. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dès qu'ils ont encaissé, bah, c'est de l'argent à dépenser. Soit personnellement, non. Ouais. Ça, j'ai vendu moi ma première formation en juillet dernier. Et le Ouais. jour où je rentre le soir, où je l'annonce à ma femme, elle me dit impeccable, on va pouvoir aller. Bah, ouais, ouais. Bah, c'est bien, comme je disais tout à l'heure, il doit circuler. Ouais, exact, c'est ça. Après, ça va. Pour la première vente, tu peux te le permettre. Il faut fêter, il faut marquer le coup. Voilà. Mais c'est pas un bon réflexe. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait pareil. Première vente à 30 euros. Hop, j'ai acheté un ruinard et je l'ai bu tout de suite avec un ami. Bon, là, c'est exceptionnel. C'est la première vente. Faut la fêter. Mais c'est vrai que c'est pas un réflexe à avoir que de se dire boum, 200 euros, boum, dehors. Sinon, Quelque chose. L'intelligence financière, oui, c'est quelque chose aujourd'hui que peu de gens ont, mine de rien, parce que c'est quelque chose qu'on apprend malheureusement pas à l'école. Et c'est clair que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a un peu plus d'un an et demi là, tu te prends des claques, quoi. Tu te dis, mais merde, comment j'ai pu être aussi. Alors, même s'il y a une certaine partie de bon sens, il y a du bon sens. ouais. Voilà, tu as des personnalités qui vont dépenser, qui sont dépensières, tu as des personnalités qui vont être plus minimalistes à économiser, enfin voilà. Mais une bonne gestion financière, comment investir, bah tu vois, on parlait de l'immobilier, on parlait de la création d'actifs d'une manière générale. Ces notions-là, elles m'étaient inconnues, même si j'ai investi, tu vois, moi j'ai investi très jeune dans l'immobilier aussi. Toi, Ouais. c'était à 21. Exact, ouais. Moi, j'ai investi, attends, en 2010, à 22 ans. Ouais. Premier appart à 22 ans. Et mais j'avais pas cette notion d'actif, tu vois, c'est juste j'ai acheté un appart, quoi. Ouais. J'ai Je savais acheté un pas trop appart. ce que tu faisais au final. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Je voulais juste pas verser un loyer à quelqu'un, ça c'était hors de question. Donc c'est pour ça que j'avais acheté, c'était pour ma RP. Mais, euh, mais voilà, toute cette notion d'intelligence financière aujourd'hui, hop, je vais montrer ça aux gens pour. Voilà, ça Le classique. c'est la base. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Les autres, ils sont. Tiens, je suis en train de lire celui-là. Ok. Ok. Mais voilà, l'autoroute du millionnaire, c'est pas. Enfin, il y en a plein des livres, des bouquins qui vont aujourd'hui vous permettre d'apprendre tout simplement et de se dire qu'au final, si on ne maîtrise pas ces notions-là, bah c'est plus compliqué, quoi. C'est voire même. Bah, si on ne les apprend pas, on ne peut pas le deviner. Encore une fois, c'est comme tout. On est né avec un cerveau à la naissance qui est vierge et les connaissances, elles s'apprennent au fur et à mesure. C'est tout. Ok, donc j'en ai presque fini avec cette petite interview. J'aimerais juste que tu nous donnes un petit peu ton retour d'expérience sur YouTube. On a vu le Ok. côté entrepreneurial, on a vu un petit peu ton parcours. Tu as également une chaîne YouTube. Et juste, voilà, je te fais un peu de promo et un peu de pub. Ton livre Des bancs de la fac jusqu'à l'indépendance, à l'indépendance financière. Donc voilà, tu as écrit Yes. un livre aussi. C'est juste génial d'écrire. Je rêve d'écrire un livre, quoi. Et c'est accessible à tout le monde, hein. Hmm. Aujourd'hui, grâce à l'auto-édition, tout le monde peut écrire un livre. Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est franchement, ça doit être assez. Ah, on se dit putain, j'ai écrit un bouquin, quoi. Ça Cool. fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, ouais. Et du coup, à travers YouTube, voilà, tu as commencé YouTube il y a quelques années, 4 5 ans, je pense. Qu'est-ce Ouais. qu'est-ce qui a fait que ta chaîne a pris de l'ampleur? Qu'est-ce qui a fait que ta communauté a grandi? Est-ce qu'il y a eu des. C'est quoi ton retour d'expérience pour passer le gap, voilà, de faire en sorte Hmm. que ça stagne, ça va. Ok. Bah, tout est relatif. C'est vrai qu'il y a un petit peu de monde sur la chaîne, mais elle n'est pas non plus à 1 million, entre guillemets. Bientôt, j'espère. Mais ouais, 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 doucement. Mais je pense que ce qui est le plus important, en fait, ça va être la régularité. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais que ton contenu, il est pertinent, il est bon et que tu crées de la valeur pour les gens, encore une fois, que tu donnes vraiment des conseils, euh, le plus important, ça va être la régularité. Des fois, tu vas mettre une vidéo, elle va pas marcher. Des fois, tu vas mettre une vidéo, elle va faire une sorte de petit buzz, elle va monter.
et t'apporter des abonnés. En fait, l'algorithme de YouTube, encore une fois, il est assez aléatoire. C'est-à-dire que il faut créer du contenu, essayer de se référencer. Et des fois, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, tu as bossé dessus, tu as mis du référencement, des mots-clés, elle ne pète pas. Et puis, il y a des vidéos, des fois, tu vas la balancer, tu n'auras rien mis dedans, limite pas de mots-clés, etc. Et elle va buzzer parce qu'elle a été partagée par pas mal de personnes, peut-être sur Facebook. Donc, YouTube va se dire, ah, elle a été partagée, donc cette vidéo, elle plaît, donc il va la mettre en avant. Donc, des fois, il n'y a pas trop de logique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la régularité, c'est super important, aussi bien pour YouTube et son algorithme que ta communauté. C'est sûr que si tu mets une vidéo et que pendant 3 mois, il n'y a plus rien et qu'après, tu en mets 3 dans la semaine, pendant un mois, il n'y a plus rien et après, tu en mets 7 le même jour, ils ne vont rien comprendre, ça va les saouler. Donc, il faut entretenir une relation, c'est important. Et puis après, essayer d'innover dans le contenu, dans la forme. C'est vrai que les gens aujourd'hui sont de plus en plus exigeants sur la forme. Ils veulent de très belles images, ils veulent du très beau montage. Et c'est sûr que quand tu fais ça, les gens, ils vont kiffer ton contenu, mais ça demande vraiment beaucoup d'engagement. Ouais. Toi, t'as mis combien de temps, par exemple? Est-ce que tu arrives à te souvenir ton cap des 500, des premiers 1000 et des 10 000, on va dire? Honnêtement, ça serait mentir que de te donner des dates. Je suis très mauvais avec les dates, encore une fois, je sais plus. Je me rappelle juste que j'ai eu une période où j'ai mis une série de vidéos en ligne qui ont toutes très bien marché et là, ça a vraiment bien fait avancer la chaîne. Après, ça dépend, il y a plusieurs approches. Est-ce que tu vas payer YouTube pour être en avant? Est-ce que tu as une stratégie de référencement sur des mots-clés mineurs? Donc, tu sais que tu vas faire très peu de vues sur ces vidéos parce que ça intéresse peu de personnes. Mais quand les gens vont taper ça dans Google, ils vont directement tomber sur toi. Est-ce que tu as une stratégie de buzz? Est-ce que tu veux faire du buzz? Donc des titres un peu putaclic, des miniatures putaclic. Ça dépend aussi du sujet de ta chaîne. Enfin, toi, il y a plusieurs composantes. Donc, non, moi, j'ai pas de chiffres à te donner. Malheureusement, je ne m'en rappelle plus trop. Ouais. S'accrocher. Exactement. Il y a souvent une traversée du désert. N'importe quel domaine, hein. Il y a un moment, la régularité paye. C'est ça, exactement. Puis rien ne s'obtient comme ça en un claquement de doigts. Tu vois, il n'y a pas de magie, comme on dit. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Rien ne s'obtient par magie en un claquement de doigts. Et je pense que non, mais c'est tellement la réalité de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat au final. C'est le long terme, c'est la vision, tu vois, une des choses, une des composantes du mindset de l'entrepreneur. Enfin voilà, le mindset de l'entrepreneur, moi, c'est vraiment l'axe central de ma chaîne et la vision, ça en fait partie. Savoir que dans X temps, on va être dans telle situation, on aura tel résultat. C'est ça, résultat différé. Résultat différé contrairement à un résultat immédiat. C'est ça, exactement. Raphaël, merci infiniment pour Merci à toi. cette petite demi-heure de plein de contenu, plein de valeurs ajoutées. Je pense qu'on a vraiment balayé différents sujets, donc Je pense. c'est vraiment ultra intéressant. Merci d'avoir joué le jeu. Tu as un parcours vraiment atypique. Tu as l'âge de mon petit frère, en fait, c'est ça qui est génial. et c'est juste extra de voir des jeunes comme ça qui réussissent et qui ont un putain d'état d'esprit. Voilà, tu sais où tu vas, t'as mis les choses en place, ça paye, c'est cool. Et continue de kiffer, continue de nous inspirer, de partager ton savoir. Et puis j'espère te dire à bientôt en vrai cette fois-ci. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec toi pour cette petite demi-heure, pour cette interview. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Yes. Et puis, au plaisir, comme on dit. On se dit à très bientôt. À très vite. Ciao, merci. Ciao.